Salut à tous les bastonneurs et les bastonneuses, moi c'est Forgy, et le catch, c'est ce dont on va parler. 5 ans déjà, 5 ans depuis le premier événement sous la bannière AEW. Quel chemin parcouru en si peu de temps. J'ai testé, un peu trop d'ailleurs, excusez-moi, l'onglet communauté disponible sur la page d'intro de ma chaîne. C'est un bon moyen pour vous faire passer des messages, vous dire où j'en suis de la préparation de la vidéo, la date de sortie, et les événements que je veux mettre en avant. Par exemple, si vous êtes du côté de Bordeaux le 15 juin, n'hésitez pas à aller découvrir la FRPW Contest à Pessac. Je serai heureux de vous y retrouver. Dans tous les cas, c'est un bon complément du Discord pour donner des infos. Alors, n'hésitez pas à y jeter un œil. Je préviens, comme toujours, je fais une revue subjective, je m'attarde là où j'ai envie de prendre mon temps, et je passe vite quand mon intérêt est moindre. Bon, on est parti pour une soirée bien chargée à Las Vegas. Le récap de Double or Nothing, c'est maintenant. Je vais pas m'étendre sur le pré-show, la Virtuosa Purazzo a battu la Mera Mera Thunder Rosa. Et en deuxième match, les acclamés ont battu les Cage of Agony. Ensuite, le show principal démarre fort, très fort. Allez, une petite hype de départ. We've seen a lot of reactions to a lot of guys come out, but nothing in a short span of time like Will Ospreay did. Absolutely. I mean, obviously, you can just hear it. Everybody here in Las Vegas loves Ospreay. Worldwide, they love this guy. That's good. Will tente donc de récupérer son premier titre AEW, la ceinture internationale détenue par Roderick Strong, le lieutenant du royaume indisputé, cette faction née de la trahison d'Adam Cole envers son ami MJF. D'entrée de jeu, mon anglais préféré s'occupe du royaume histoire de limiter leur influence sur le match. Mais lui qui pensait pouvoir faire son face-à-face avec Roderick s'est avancé trop tôt, et se prend une combo du royaume impactante, trop même, son front, voire son cou, ont fait peur quelques instants. Roddy c'est le catcheur casseur. Y a pas meilleur que lui pour finir la carrière d'un combattant. Il cible deux choses, le cou et le dos. Oui, c'est pas le plus impressionnant, mais mon dieu que c'est efficace et douloureux à regarder. Mais ils vont pas le lâcher. C'est pas possible. Qu'ils sont collants le royaume. Ah ben oui, forcément. Ah ben là c'est facile. Nouvelle Wardlosisation. Et ben voilà, à faire trop le malin, tu dégages. Il a l'air de s'en battre les reins, c'est ouf. Comme la dernière fois, la rébellion du Big Man est toujours en cours. Allez, vengeance. Un peu d'élan et vrille tourbillol. Le royaume a disputé, ça dégage, bon débat. Strong pousse Ospreay qui se plie le genou. Il apprend pas et continue de virevolter, ce qui donne une fenêtre à Roddy qui cible ce point faible dans un Boston Crab. L'athlétisme et la vivacité de Strong sont impressionnants. Il livre ici sa meilleure performance avec un très bon tempo. Ensuite, c'est au tour de Will de nous montrer pourquoi c'est Billy Goat. Et il le fait bien le con. Il plante un beau Oscutter afin de prouver son point. Don Callis veut voir un Tiger Driver 91. Tu t'en fous, c'est qu'un petit con qui lui dit. En plus, il a insulté ta femme. Je crois. Il est motivé, le Will. On touche pas à sa femme. Il se met en place. Mais bon, il a fait une promesse. Et il a failli tuer Danielson. Il hésite. Roddy en profite. Souplex. Gutbuster. Running kick. Putain, c'était pas long. Allez, c'était marrant 5 minutes, mais ça fait pas tout le Tiger. Hidden Blade, Stormbreaker, adjugé, c'est plié, non mais. Il l'a fait, il gagne son premier titre à l'AEW. Will Ospreay est champion international. La ceinture de Pac, d'Orange, de Mox, de Rey Fenix et enfin de Roderick Strong. Ce dernier n'ayant pas démérité. À mon humble avis, sa meilleure performance depuis qu'il est dans la fédération. Un excellent moyen de commencer la soirée qui nous attend. Pour le moment, j'ai juste niveau pronostic, mais ça va peut-être pas durer. Allez, je boude pas mon plaisir et je mets un bon 4,25 d'entrée. Puisqu'il a de nouveau des jambes, Adam Cole, baby, vient insulter la foule, qui selon lui manque de respect. Et il nous promet de nous montrer bientôt que le démon, c'est plus que des promesses. Et là, vous aimez le cinéma ?
Alors, amis? Non! Coup dans les joyeux! Ça fait mal, hein? Surtout à l'orgueil. Allez, dégage tes moches. C'est le retour du connard en chef, et putain qu'est-ce que c'est bon. Oui, il a pas besoin de la New Jap ou de Vince McMahon pour être meilleur que vous, et vous le savez. MJF est remonté, il est électrisant, et sa simple présence permet d'imaginer des semaines, des mois de rivalité, de promos et de matchs de légende. Fini les kangourous et l'amour. Non, on revient à la haine façon Maxwell, Jacob, Friedman. Et après, comme il est très méchant, comme Origina Rouge, il attaque le masque du démon. Il le bannit même du ring, c'est pour dire. Ah oui, et pour ce qui est de son contrat... To quote one of the all-time greats, may he rest in peace, cameraman. Zoom. When it comes to MJF in AEW, you can call me the Wolf of Wrestling. Because I'm not fucking leaving! Bah voilà, il est là pour durer, il semblerait. Et ça veut dire que la route pour All-In va être extraordinaire, à n'en point douter. Et pour être clair, il part par le couloir des Heels, les vilains. Le prochain match, c'est un combat à haute vitesse. Forcément qu'attendre d'autres du Bang Bang Gang affrontant le Death Triangle. Du coup, je vais m'arrêter sur quelques points forts. Pour le détail, mangez-en, c'est du très bon pain, assurément. Pac représente la puissance de son équipe, et clairement, il l'assume. Mon dieu que le Death Triangle combine bien ensemble. Leur routine est vraiment fun, ça fait du bien à pas loin d'une heure du début du pay-per-view. Un bon spectacle de Mexicain volant. Et ça repart. Et ça va mieux. Pac va se retrouver isolé par le Bang Bang Gang, et c'est jamais une situation enviable, sachant que Jay a la main lourde. J'adore les voir, les écouter, leurs mimiques me font marrer. Ray arrive, gros coup de pied. Coup de pied avec élan sur la corde. Lung blower par Penta. Catapulte, coco combo. Crépisation. Pas suffisant. Les mouvements s'enchaînent à une vitesse folle, ça en devient dur à suivre. Très vite, ils sont tous épuisés au milieu du ring, et on les comprend. Les Lucha Bros continuent d'affoler les tours de contrôle de tous les environs avec leurs mouvements acrobatiques. Et alors que Pac allait en finir avec son Black Arrow, Juice Robinson apparaît et le fait tomber, ce qui permet à Jay d'enchaîner avec son Blade Runner pour la victoire, sous les yeux de Penta retenu en dehors. Regardez mon petit Pac, tout désemparé. Je suis tristonné de la défaite du Death Triangle, mais en même temps trop content du retour de Juice. Un mec qui m'agaçait sincèrement dans le Bullet Club de la New Jap, mais que je trouve tellement à sa place dans ce Bang Bang Gang, le chien fou, croulant sous les plis de ceinture de la faction. Et je suis sûr qu'il y a de la suite pour mon Pac. Encore bon pour le pronostic, c'est un bon début au moins. Pour la note, un 3,75 me paraît pas mal, efficace et bon moment. Il n'y a pas de mauvais match sur cette carte, juste quelques combats qui m'ont moins passionné, qui n'ont pas réussi à me prendre autant. C'est donc le moment du triangle des Bermudes de ce pay-per-view. Ici, Timeless Tony Storm, un personnage absolument extraordinaire, contre Serena Deeb. Rien à voir avec le manque total d'alchimie qu'il y avait eu avec Diona Purrazzo. Là, un très bon travail in-ring. Énervé par l'arrogance de la championne, Deeb la met dans la célèbre prise de Sanada, le Paradise Lock. Ainsi prisonnière, elle ne peut plus bouger et Deeb l'utilise comme tabouret. Elle finit par la libérer d'un coup dans le fondement. Puis Serena continue de montrer l'étendue de son talent en tentant de soumettre Tony dans un Octopus Hold, marque de fabrique de Jonathan Gresham. Elle me fait tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Tony aussi est capable de faire des prises techniques, avec pas plus de succès d'ailleurs. Le combat est féroce, et la professeure est déterminée à montrer pourquoi elle est convaincue d'être la meilleure. Alors qu'elle cible la jambe et continue son travail de fond, Mariamé ne supporte plus de voir son icône souffrir et veut jeter l'éponge. Ce que l'empêche de faire Luther, qui se fait réprimander malgré lui, pour avoir la serviette en main. Un premier Storm Zero échoue, mais Timeless se reprend. Finalement, un avalanche Piledriver suivi d'un second Stand Zero aura raison de Deeb. C'est objectivement un très bon match, intense, avec du bon storytelling. Et une nouvelle fois, je suis juste dans mes pronostics. Côté note, 3,25. C'était pas mal, intense, mais juste j'étais pas embarqué. Je suis dans la même vibe sur le match suivant. C'est une storyline qui est un peu trop traînée, et il aurait fallu que quelque chose de nouveau arrive, et j'ai pas vraiment eu cette satisfaction. Orange Cassidy affronte donc Trent, avec Don Callis à ses côtés. Et mon meilleur moment arrive là.
Son arrivée avec son thème de l'époque, les Pixies, ça fait vraiment plaisir. La musique a une part importante dans le catch, et ils l'ont bien compris. C'est de la bonne action, ça se tape bien dessus, le côté grudge match est bien présent. Comme toujours avec Orange, il y a beaucoup d'humour, mais c'est dans les gestes et les répétitions, dans le timing. C'est très dur à retranscrire, il y a un vrai jeu avec le public. L'action est efficace, ça joue bien sur la gimmick habituelle de Cassidy, et Trent le connaît bien. Quand on regarde le match seul, il est plutôt cool. Des Storm Zero, Beach Break, Suplex, des coups bien impactants, et beaucoup de jeux sur leur relation en tant que best friends. Mais la fin est décevante. Un orange punch contré, en triangle, puis de nouveau contre en high technique maneuver, roulé boulet donc, dans un enchaînement rapide. Orange gagne et Don Callis ne bouge pas, ne fait rien. Trent part, dépité, il refuse une interview et, je sais pas, ça finit en me laissant un trop gros goût d'inachevé. De déception presque. Du coup, malgré la qualité du match, eh bien j'étais pas dedans. Alors j'avais bon sur le pronostic, un peu par défaut, et la note 2,75. J'hésite entre je suis vache et c'est cher payé, c'est pour vous dire. Dernière pointe du triangle, mais 1, il y a Shibata, et je suis super content de l'avoir en pay-per-view, et 2, Big Bill m'éclate. Sinon, au moins c'est fun, et ça repose avant la suite, et il y en aura bien besoin. Et puis c'est un match style hardcore, et ça leur va très bien à tous les trois. Bien sûr, la prise maîtresse dans ce combat, c'est la souplex. À tous les goûts, tous les parfums, et toutes les formes. C'est une vraie souplex party. Et il y a des dés, plein de dés, et le release en moi on est vraiment très content. Je les mets un peu au même niveau que les Lego, en termes de ça fait mal très ludiquement. Par contre, si je fais un lancer de dés comme ça à la table, je suis sûr de me faire pourrir par le maître de jeu. Bon bref, vous vous rappelez? J'avais dit qu'il y aurait des souplexes. Bon, tout le monde a son bâton? Ils sont contents? Nope. 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 Ah, mieux. Ça fait mal, hein? Allez, un tour de plus. Esquive. Mais pas pour longtemps. Ouh, ça fait mal sa mère. Et ça souplexe encore. Shibata dans ses œuvres, deux adversaires valent mieux qu'un. Ah ben voilà, on avait perdu le Big Bill. J'adore ce gars. Vous en pensez ce que vous voulez, moi, il m'éclate. Bon, et Hook l'éclate aussi. Et a failli le tuer. Le pied de table est carrément passé à travers, et à 5 cm de ses côtes. Bref, on se retrouve dans la même situation qu'à Dynamite. Au lieu de Brian Kiss, c'est Chris qui est en double soumission. Et qui se fait sauver par... Ah bah, Brian Kiss justement. Sûrement le nouvel élève du Learning Tree. Et là, ça m'énerve, c'est Shibata qui prend le tombé. En plus, avec une poubelle sur la tête. Vengeance de Jericho d'il y a quelques semaines. Oh, mais ça m'énerve. Non, niveau histoire racontée, c'est cool, hein. Mais Shibata éclaté au sol, là, ça m'énerve. J'y peux rien, c'est physique. Bah, du coup, mon pronostic est faux, hein. Forcément, j'avais dit Shibata. Et ma note, ben 3. Voilà, laissez mon japonais tranquille. En parlant de japonais, Takeshita est le prochain en piste. On commence la deuxième moitié des matchs. C'est l'ascension des bangers. Combat contre John Moxley. C'est l'affrontement de l'intensité. Ici, ce n'est pas la finesse du travail au sol ou le spectaculaire des sauts acrobatiques. Non, c'est deux mecs qui veulent se défoncer la tête jusqu'à avoir un gagnant. Mox porte un gros bandage sur le bras, histoire que Takeshita ait une belle cible bien voyante, et bien entendu, le japonais s'en prive pas. Et il attaque dessus, encore et encore, de toutes les façons possibles, avec toute l'explosivité dont il est capable. Mais n'interrompt pas Mox trop vite, qui se reprend avec un coup de boule. Il tente des retours, mais son bras est affaibli, et il a du mal à tenir la distance. L'autre bras marche assez pour une énorme lariat. Allez, de la bagarre. Quelques coups. Takeshita recible le bras. Et il défonce. Et un gros coup de coude de la mort. Il se prépare. Power Drive Knee de l'Apocalypse. Et ça suffit pas. Il en veut le Mox. Mox reprend la main, Bulldog Sleeper, avec étranglement par bandage. Takeshita lui éclate l'épaule et réattaque. Don Callis lui dit d'en finir. Tue-le! Alors, il sort l'échelle. Mais Mox agit plus vite et lui plante un stomp dessus, puis enchaîne avec son Death Rider. Les lumières du japonais sont éteintes et c'est la victoire. Vu que le titre n'était pas en jeu, je pensais vraiment que Konosuke allait gagner. Mais le titre IWGP doit avoir du poids et il est à la taille d'un vainqueur. C'est assez logique. Bon, du coup, c'est ma deuxième erreur de pronostic. Mais sur un match haletant, qui fait remonter l'énergie avant la suite, ça m'a bien hypé. Je mets un bon 3,75 et j'espère un rematch un de ces quatre. 6 matchs jusqu'ici, vous en avez pensé quoi? Donnez votre avis qu'on puisse en débattre et abonnez-vous. Et c'est le combat pour le contrôle de la House of Black. Dernier match avant le triple main event. Malakai Black opposé au champion TNT, l'homme qui s'est fait voler sa bague de mariage et qui veut du sang, Adam Edge Copeland. Et le ton est donné d'entrée, car il n'entre pas sur son thème habituel, mais celui de son ancienne faction de vampires
vampire The Brood. Tout le monde a une pensée pour Gangrel à ce moment-là. On sort de l'intensité pour aller dans la violence et le sang, car telles sont les composantes de ce match en cage barbelé. Comme dirait Venom, let there be carnage. Du sang. Une sacrée dynamique dans ce match, on est une nouvelle fois sur un tempo accéléré. Malakai a vu une batte barbelée, ça l'émoustille. Oui, donnez-moi du sang. Mais Cobb l'aime bien aussi cette Lucille. Et il est aérodynamique, il passe bien à travers les tables. La première spire ne suffit pas, ça va pas être si facile que ça. Cobb a littéralement pris Malakai pour un rôti. Il a ficelé de barbelés sur la table. Quelle boucherie devrais-je dire dans ce cas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est beaucoup trop. Et t'es beaucoup trop vieux, Adam. Mais... Ah bah d'accord. Oh mon Dieu, c'est malade. Bon, les genoux, c'est fait. Incroyable. Vous connaissez l'expression « Je suis trop vieux pour ces conneries ». Ça s'applique carrément. Il s'est pété la guibole. Mais bon, ça n'empêche pas de finir le match, hein. Au moins, c'était joli. On va garder ça en tête, hein. À force de coups de pied, Malakai finit par briser la porte et éjecter Cobb dehors. Du coup, deuxième spire. C'est le signal pour l'arrivée de la maison. Oh mais quelle tribu ce soir. Je suis gâté. Continuez. Les voilà en place pour la punition. Ben, Brody. Buddy. Mais qu'est-ce que vous faites? Bon, c'est pas le bon côté, ça. Ah, voilà, je me disais aussi. Destruction. Bon, la House of Black change pas encore de propriétaire, hein. Alors... Je pense que l'image parle d'elle-même, là, hein. Un vampire peut en cacher un autre. C'est Gangrel. Il sort de dos sous le ring et crache du sang au visage de toute la maison. Gros moment nostalgie, et il fait le ménage en plus. Bon, ça fait pas rire Malakai, Black Mass dans sa trompe. Juste le temps qu'il fallait pour la troisième spire barbelée de Cobb. Bon, la crossface couronne barbelée, c'était le niveau max. Monsieur Black tombe inconscient, The Brood ressort victorieux et récupère sa bague de mariage. Quelle tribu, quel délice. Est-ce la porte ouverte à autre chose ou juste un gros moment nostalgie? En tout cas, c'était spectaculaire, dangereux et vraiment cool. De quoi être totalement galvanisé avant le trio de match de fin. Super moment, et même si c'est une grosse erreur de pronostic de ma part, la troisième, je boude pas mon plaisir et je note 4 sur 5. Elle est pas arrivée que son clip m'énerve déjà. On est dans le money time. Honnêtement, je pensais que c'était le clip de Willow. J'aurais trouvé ça plus logique. Pour moi, Mercedes est une vraie heel, et ce clip plein d'espoir et de courage renforce son arrogance et son mépris. Attention, hein, c'est une bonne vibe, parce que ça a décuplé encore plus mon soutien pour Willow. C'est bien une heel, la CEO. Elle s'enfuit comme Jay White le fait souvent, même tactique. Ce qui est sûr, c'est que Willow est une botteuse de cul, et qu'elle n'hésite pas à montrer sa puissance tout au long du match. Le début, c'est de la crépisation de petite arrogante. La championne s'en donne à cœur joie. Afin de changer le cours des choses, Mercedes décide de faire des attaques ciblées sur la cheville de son adversaire. Et quand elle trouve un os à ranger, elle ne lâche plus, elle s'acharne dessus. Mais on peut toujours compter sur la puissance de Willow pour renverser les choses. Rentrons de buffle dans ta face, Monet. Oui, on ralentit aussi, ça envoie grave. Après ça, elles s'enchaînent mutuellement. La puissance du côté de Willow, la technique du côté de Mercedes, et parfois inversement. La CEO fait de magnifiques météoras qui doivent faire bien mal à la réception. C'est assez spectaculaire. Ça s'embrouille. Monet fait dégager Statlander de son chemin. L'arbitre est occupé. Willow prend l'opportunité et colle cette Doctor's Bomb et ça fait boum. Sauf que du coup l'arbitre arrive en retard et c'est le drame. À ce moment-là, on sait que le titre va changer de main. Tristesse intense. Après une soumission ratée, Mercedes attrape Willow en sac à dos et envoie son Moneymaker pour la victoire. C'est une foule très partagée qui assiste au premier sacre de la CEO. C'était un très bon match, normal que Monet soit ému, que Willow soit triste et que le public soit mitigé sur le résultat. Un excellent premier main event de la soirée qui se conclut pas tout de suite. Stokely engueule Nightingale, la traitant d'incapable, Chris le repousse en soutenant son ami. Puis, elle lui fracasse la gueule et jette son bracelet d'amitié. Trahison, quand tu nous tiens. Stokely vient la rejoindre
C'est un nouveau power couple. Il hâte d'écouter la suite au prochain Dynamite. Du coup, 4e erreur de pronostic de la soirée. Finalement, Willow aura malheureusement été juste un règne de transition. Sniff. J'espère que ça ne s'arrêtera pas là. Pour la note, un 4 ne me semble pas exagéré, malgré la frustration. Alors, on parle de ce premier main event? Ça vous a plu? N'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire. Le deuxième main event va voir le meilleur papa de tous affronter le champion AEW, Swerve Strickland. De nouveau secondé par notre danseur favori, Prince Nana. Allez, à qui c'est la maison? C'est la maison de Swerve, bien sûr. On peut résumer très vite le concept du match. Pour gagner, Swerve doit être assez endurant pour résister à toutes les manigances de la patriarchie, et Christian est prêt à toutes les manœuvres et triches pour arriver à ses fins. Comme ça commence comme un match normal, Swerve a l'avantage et aborde le combat de façon très arrogante. Et on le comprend, physiquement parlant, il est bien au-dessus de son adversaire. Bien sûr, Christian va vite mettre ses tactiques en œuvre, et on découvre rapidement qu'il est en forme le papy. Dans le ring, c'est donc une vraie bataille qui se livre. Et ils savent faire la bagarre. Tous deux sont des vétéran du bourre-pif. Swerve prend la main grâce au col roulé du papa et lui met une série de neckbreakers. Maman Wayne était prête à intervenir avec la ceinture, mais Prince Nana veille au grain. Du coup, ce petit rat de Nick en profite pour le faire éjecter du ringside. La patriarchie a ainsi le champ libre pour faire un massacre par surnombre. Mais Swerve aussi s'est capitalisé et profite de son agilité pour que le dino foute un coup de boule à Christian. Stomp sur Kill Switch. Catapulte de Nick Wayne. Mise en place. Swerve Stomp. Esquivé. Spear. Ouf, trop cool. Ils ont manqué de discrétion, patriarchie, dehors. Swerve reprend les choses en main, mais Nick revient pour un cutter en furtif. Le champion résiste tout de même à un kill switch. Comme je le disais, il est endurant. Prince Nana gère le problème Nick à coups de barre de fer. Ça, c'est bon. Et le papa se prend un gros stomp sur la table des Espagnols. Puis il déroule, coup de pied aérien, Swerve Stomp et house kick. Swerve Strickland reste champion AEW. Il a traversé tous les obstacles de la bande à Christian et reste debout et fier à la fin. Magnifique victoire du champion. Un match fun, explosif, avec un très bon rythme et une histoire excellemment bien racontée. J'avais visé juste sur le pronostic et je mets un bon 4,25 à ce match qui est une défense très solide du titre. On arrive au clou de la soirée, le match de la surenchère ultime. Je rappelle que Darby a teasé un lance-flamme. Donc le voici, l'anarchie dans l'arène, premier volet de la guerre entre Team Elite et Team AEW. J'ai pris le temps de bien détailler le match précédent qui était un vrai combat de catch. Là, c'est un chaos spectaculaire. Je vais surtout relever certains spots et temps forts. Bonjour à tous, c'est Ticket, le boss. 5 ans d'AEW, 5 ans de Double or Nothing. Je suis trop content. Bon, mon coup, ça va mieux. Là, je suis venu soutenir mes potes. Brian, FTR, Darby Allin. Faut qu'ils me remettent de l'ordre dans la tête de l'élite. Go Team AEW. L'élite a trop de contrôle. Danielson prend les choses en main. Ils auront pas la musique. Countdown Jones, watch out! Okada getting thrown over the barricade by Danielson. They are fighting all over the MGM brand. Who knew we would have Remix Jones here tonight? Okada shocked him into those chairs. Et il a raison, tout est tellement mieux avec The Final Countdown. Ça a commencé depuis 5 minutes et Darby fait déjà des sauts de malade. Ce plan de Danielson dans la foule est magnifique. Oh, ce rabat-joie de Matthew a coupé la musique. Bah. Pendant que ça se tape dans l'arène, Darby et Jack se fritent dans les coulisses. Avec une superbe esquive, Danielson donne Okada en pâture à des gros kicks dans la face. Le scapegoat, le bouc émissaire, lui, essaie de faire un meurtre sur Darby. Mais il a survécu à un bus. Alors un camion, hein. FTR est à l'affût, combo à tout va. Puis Okada arrive et casse des nuques. Le Rainmaker Face est définitivement mort, paix à son âme. Par contre, celui qui est pas mort, c'est Darby. Et c'est pas faute d'essayer. Maintenant, c'est au tour de Brian de subir les Bucks dans les jetons de poker. Ouh, la nuque.
Puis, Nicolas a envie de voler un peu. Encore une table morte pour la cause, paix à son âme. Oh, mais quel carnage! Oh, Jack, calme-toi! Non mais on se calme là, pas deux fois au boss là! Il l'avait teasé. Voici le retour du lance-flamme. Oh putain! Le timbré! Il est passé en mode barbecue! C'est des malades! C'est des malades, je vous dis! Mais Ali il va pas se laisser démolir comme ça non plus. Okada connaissait pas encore le coup dans les joyeuses. Ça fait mal, hein, Dax essaie d'empêcher Darby de se faire suspendre comme un cochon et se prend une chaise explosive dans la tronche. Cash se bouffe un Rainmaker avec Punaise, puis c'est les baskets Punaise qui arrivent en scène. Pour une grosse super kick party. Danielson vient à la rescousse et fait son possible pour inverser la tendance. Mais seul contre l'élite, même pour lui, c'est trop. Rainmaker, EVP Trigger et Running Knee de Jack Perry pour la victoire de l'élite. Et voilà le premier gros chapitre de la guerre Team Elite contre Team AEW décrit. C'était fun et spectaculaire, nanardesque, allant totalement vers la surenchère, ce qui selon moi est un très bon moyen de conclure 4h30 de show et de faire un vibrant 5e anniversaire à la AEW. Mon pronostic était le bon et je mets un joli 4 étoiles pour le beau spectacle. Et ben ça y est, c'est conclu. Pas de match de légende comme le Danielson Ospreay, mais une carte très solide avec des moments épiques, fun, violents, de bonnes histoires racontées et même du cinéma. Bref, un excellent pay-per-view. J'attends bien sûr vos nombreux commentaires, que vous soyez ou pas d'accord avec moi, vos pouces bleus, et puis abonnez-vous à tous les bastonneurs et les bastonneuses. Vous avez déjà eu le Dynamite d'avant pay-per-view, et j'ai couvert d'ailleurs un peu le Collision dans l'onglet communauté, donc on se retrouve la semaine prochaine pour l'AEW Week qui couvre cette semaine. À très vite!